Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal aujourd'hui à l'Arena de Montpellier à l'occasion de l'Open Sud de France. Vous le savez, TV Sud se mobilise toute la semaine pour vous faire vivre l'ambiance de ce tournoi de tennis international. Et on commence avec les titres de ce mardi 5 février. Montpellier sans Karabatic, le MHB se prépare à affronter Toulouse demain soir pour une reprise du championnat de handball sans son joueur emblématique. Les gardiens de prison victimes d'agressions de plus en plus nombreuses. Ce matin, ils étaient une trentaine à manifester devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones pour dénoncer cette montée de la violence. L'initiative originale d'une mère de famille à Nîmes pour venir en aide aux plus démunis, elle organise un grand loto solidaire ce soir au Stade des Costières. Et puis le musée Fabre dévoile à nouveau sa collection de dessins. 99 œuvres ont été restaurées pour une présentation au public à partir du 16 février. Après 1 mois et demi d'interruption, le championnat de handball reprend ses droits. Demain, le MHB reçoit Toulouse à René-Bougnol pour le club de hand de Montpellier. Cette reprise est forcément marquée par le départ de Nicolas Karabatic. Une page se tourne pour le club montpelliérain qui s'attache déjà à reconstruire un collectif. Reportage à l'entraînement, Jean Brun et Moadiel Yakabi. Parti rejoindre son frère Luca à Aix, Nicolas Karabatic va vivre une expérience inédite dans sa carrière, la lutte pour le maintien, qui passe par un match déjà crucial vendredi face à la Lanterne Rouge Billière. Son dernier match de championnat remonte au 20 décembre avec Montpellier, lorsqu'il avait marqué 5 buts lors de l'explosion de Chambéry 33-22. Qui avait permis au MHB de prendre une option sur la deuxième place derrière le PSG, leader toujours invaincu en championnat. Pouvoir rejoindre mon petit frère et jouer avec lui, gagner sur le terrain, ça a été très important car comme vous le savez, dans mes choix, il y a toujours de l'affectif et c'est d'ailleurs souvent au premier plan. C'est une difficulté sportive qu'il va falloir gérer parce que la qualité du joueur était vraiment très importante par rapport à son rendement dans l'équipe. Et il va falloir que l'ensemble du collectif compense ce départ sportivement, mais il reste à Montpellier beaucoup de très très bons joueurs. Pour garder cette deuxième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Montpellier s'est fait prêter le pivot serbe de Veszprém, Uroš Vilovski, jusqu'à la fin de la saison. Le départ de Mamelund a entraîné la qualification de Vilovski et ça c'est très très bien pour nous parce que c'est un joueur très intéressant et qui va nous amener beaucoup aussi bien défensivement qu'offensivement. Même s'il ne pourra jouer en Ligue des Champions, Vilovski aura toujours la possibilité de compenser une éventuelle suspension d'Issam Tej, lui aussi impliqué dans l'affaire dite des paris truqués. Un scandale qui risque de revenir pourrir périodiquement la fin de saison du MHB, même si le départ de Karabatic devrait apporter un peu de sérénité au club. À terme, Montpellier grâce notamment aux économies réalisées sur le salaire de Karabatic, compte reconstruire une équipe pour gagner des titres. Cela passe par une victoire dès mercredi face à Toulouse. Et ici à l'Arena de Montpellier, l'Open de tennis Sud de France se poursuit avec l'entrée en lice ce soir des Français Gaël Monfils, Paul-Henri Mathieu et Michael Liodra. Pour suivre tous les matchs et les résultats de l'Open de tennis sur un site internet www.opensuddefrance.com. Et on commence ce journal avec cet appel à la vigilance lancé cet après-midi par la préfecture de l'Hérault. Des chutes de neige sont annoncées ce soir sur le nord du département, sur la Lozère et sur l'Aveyron. 10 à 15 cm de neige sont attendus. Les conditions de circulation sur l'A75 et sur le réseau secondaire risquent donc de se dégrader. Soyez prudents si vous devez prendre la route. La fermeture du site montpelliérain de Schneider Electric annoncée hier en comité d'entreprise aux salariés, alors que le groupe industriel engage un plan de reconversion. L'activité du site, basée à l'arrière de la Pompignane, serait démantelée dans les 2 ans. Au total, 113 salariés sont concernés. Une partie d'entre eux pourrait être redéployée à Obnas, en Ardèche ou en Allemagne. La mobilisation des salariés de Contralco cet après-midi, ils étaient environ 150 à manifester en centre-ville de Montpellier. Depuis la suspension de l'éthylotest obligatoire dans chaque véhicule au mois de janvier, le fabricant de Gignac s'est vu signifier l'annulation de plusieurs grosses commandes. L'entreprise a donc annoncé hier une nouvelle réduction de ses effectifs qui passerait de 310 à 74 emplois. À noter, la plupart de ces contrats étaient à durée déterminée.
Je dis beaucoup que l'intérim c'est pas intéressant pour nous, donc en gros que l'entreprise nous exploite. Sauf que quand on était en intérim, on avait espoir d'avoir un CDD et un CDI derrière, et que maintenant tous ces espoirs ils sont anéantis parce qu'on n'est même plus en intérim. Voilà. Mais si la loi passe, vous avez eu l'assurance que vous seriez reconduite en CDI ? On l'a quasiment. La colère des surveillants de prison. Ces derniers mois, prise à partie et violence envers les surveillants se multiplient. À la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, les agents pénitentiaires dénoncent une vingtaine d'agressions. Dernière en date, le 20 janvier dernier, 8 jeunes détenus se sont attaqués à 4 gardiens qui ont dû être hospitalisés. Les détenus mis en cause en moins de 18 ans, c'est ce qui préoccupe les surveillants de prison. La montée de la violence chez les mineurs nous inquiète particulièrement, ainsi que la diminution des sanctions disciplinaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un mineur qui violente un surveillant n'encourt au maximum qu'une sanction disciplinaire d'1 semaine. On dit aujourd'hui stop à la violence, stop à l'insécurité, stop aux projections qui ne cessent de croître de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le dernier trimestre, on dénombre plus de 20 agressions avec arrêt de travail. La mobilisation a payé à Nîmes alors que la carte scolaire du Gard pour la prochaine rentrée prévoyait 47 suppressions de postes. De nombreux parents d'élèves se sont mobilisés ces derniers jours avec succès. À l'issue de la commission paritaire technique, aujourd'hui, l'inspection académique est revenue sur plusieurs fermetures de classes. Une ouverture est même annoncée à l'école Jean Moulin. Des parents soulagés aujourd'hui qui attendent maintenant que cette décision soit confirmée le 18 février. Pour l'instant, jusqu'à l'instant, c'est favorable, c'est positif, on est très très contents. On est déjà fiers de ce qu'on a fait. Et j'espère que ça continue comme ça. Les décisions seront définitives et sera positif pour nos enfants. De toute façon, maintenant, on va continuer, on va pas lâcher l'affaire. De toute façon, on ira jusqu'au bout. Quitte à dormir ici, mais voilà. Donc, on continuera l'action de toute façon, vu que c'est pas encore définitivement. Pour aider les personnes en difficulté et effectuer un don conséquent au SAMU social, Karine Moreira a une idée originale. Cette Nîmoise, mère au foyer, a décidé d'organiser un grand loto. Un beau projet solidaire qui se concrétise ce soir à 20h30 au Stade des Costières. Reportage à l'heure des derniers préparatifs, Charles Arrigoni et Guillaume Navarro. Elle s'appelle Karine Moreira, elle est mère au foyer il y a 32 ans. Une personne lambda qui a pourtant décidé de se lancer un pari fou, la création d'un loto caritatif avec un but simple, venir en aide aux personnes les plus démunies dans une période de l'année où les besoins se font le plus ressentir. Étant partie de rien, elle a mis à contribution pas moins de 116 partenaires pour un total de 8 500 € de gains. Avant les fêtes de fin d'année, les gens étaient pressés dans les rues et faisaient leurs courses, leurs achats de Noël. Et il y avait une dame à peu près de mon âge qui était recroquevillée sur les marches d'un escalier. Elle était sous une couverture transie de froid. Et puis ce qui m'a marqué, c'est l'indifférence des gens. Voilà, elle faisait partie du paysage et ça n'a choqué personne. Moi, ça m'a choqué. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit je ferai quelque chose. La totalité des gains sera reversée au SAMU social, un organisme qui privilégie les personnes en grande précarité afin de recréer un lien social pour des personnes qui n'ont souvent plus la force de s'insérer dans la société. En plein hiver, un événement comme le Loto de l'Espoir est évidemment le bienvenu pour l'achat de matériel ô combien important. Ça va d'un stock de couverture jusqu'à un ordinateur, micro-ondes ou cuisinière pour les besoins quotidiens du CHRS. C'est des besoins vraiment matériels qui ne sont pas forcément couverts par les budgets alloués annuellement et pour lesquels des actions ponctuelles sont les bienvenues chaque année. Et le plus grand souhait de Karine Moreira pour ce soir est de pouvoir refuser des gens à l'entrée pour cause de trop forte affluence. L'organisatrice espère pouvoir récolter un chèque de 10 000 € en fin de soirée, mais ce n'est qu'un début car comme elle le dit si bien, elle ne compte pas s'arrêter là. Pour la seconde fois depuis sa réouverture, le musée Fabre s'apprête à dévoiler sa collection de dessins au public. Une centaine d'œuvres italiennes pour une exposition qui débutera le 16 février. Mais avant, les précieuses feuilles ont été restaurées et préparées dans les ateliers du musée que nous avons pu découvrir. Visite guidée, Olivier Roiran. Le travail est minutieux car les œuvres sont particulièrement fragiles. Bienvenue dans un atelier installé au cœur des réserves du musée Fabre. Ici, on restaure, on met en valeur et on protège des dessins plusieurs fois centenaires avant de les exposer. Je suis en train d'intégrer les dessins dans un passe-partout. Le passe-partout sert à mieux conserver les dessins et ça sert aussi pour mieux présenter l'œuvre dans son encadrement.
Donc je suis en train de fixer les dessins dans le carton du fond de mon passe-partout avec des charnières en papier japon encollées avec de la colle d'amidon préparée maison. Un travail d'orfèvre répété sur les 99 feuilles qui vont être présentées dans le cadre d'une nouvelle exposition. Raphaël, Palma, Cadès, Tiepolo, les artistes sont prestigieux, mais seuls 20% des 540 dessins italiens conservés dans ces réserves vont être dévoilés. Leur sélection et leur préparation auront duré 3 ans. Des œuvres qui peuvent avoir plusieurs vies à condition de maîtriser parfaitement les techniques de restauration. Un travail qui, une fois exposé, va donner de précieuses informations sur les auteurs de ces dessins essentiels. C'est au-delà montrer, au-delà d'une succession de chefs-d'œuvre, montrer aussi comment le dessin s'insère pour tous ces artistes comme véritablement un document qui est à la genèse d'une œuvre picturale. Montrer donc comment le dessin, avant d'être un chef-d'œuvre aujourd'hui conservé précieusement dans nos fonds, est beaucoup plus un work in progress, une œuvre en devenir, puisque donc ces dessins sont préparatoires et montrent un état de la pensée donnée des artistes à tel ou tel moment, sur des compositions qui peuvent parfois être continuées, développées ou même abandonnées pour arriver à l'œuvre finale. Dernière opération, la protection du verre qui ne touche pas le précieux papier. L'atelier de l'œuvre Dessins italiens de Raphaël à Tiepolo au musée Fabre à Montpellier du 16 février au 12 mai. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain à 12h30 et à 19h30, toujours à l'Arena, à l'occasion de l'Open de tennis Sud de France. Passez une excellente soirée sur TV Sud.